Alors on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière que je vous avais dit que je ferais, donc la voici enfin. C'est une vidéo que j'ai recommencé plein de fois, c'est je crois la deuxième ou troisième fois que j'essaye de la filmer. Donc on va parler aujourd'hui de psychologie, on va parler plus particulièrement de dépression. Alors j'ai toujours eu en tête quand j'ai créé cette chaîne YouTube d'avoir une petite partie consacrée à la psychologie et à la santé mentale. Pour deux raisons. Déjà parce que je suis psychologue et donc que c'est mon métier. Donc je suis à la fois psychologue et à la fois enseignante et chercheuse en psychologie. Donc en plus de ça, j'aime beaucoup parler de psychologie et vraiment voilà, transmettre un petit peu ces connaissances et ces expériences-là. Et puis en plus de ça, parce que moi-même, je souffre de troubles mentaux et notamment de troubles dépressifs chroniques. Et je pense que c'est important de partager aussi de l'expérience là-dessus, parce que les troubles psychiques, et notamment la dépression, c'est des choses qui sont très stigmatisées dans notre société aujourd'hui, qui sont encore assez mal connues, et d'informer dessus à la fois en tant que psy, mais aussi de pouvoir partager un vécu peut-être un petit peu plus personnel. Je pense que c'est des choses qui peuvent contribuer à ma toute petite échelle à aider à sensibiliser et déstigmatiser. Alors j'ai eu du mal à me lancer à faire cette vidéo, comme voilà, je vous l'ai déjà d'ailleurs dit, parce que c'est un sujet un petit peu plus délicat, à la fois voilà, comme c'est quelque chose qui me concerne sur le plan personnel, sur le plan de l'intimité, ben voilà, c'est un sujet qui m'implique un petit peu plus, et puis à la fois aussi, comme c'est mon métier, et ben c'est un sujet où je veux vraiment m'assurer que j'ai bien dit les choses, que j'ai bien présenté les choses, que j'ai pas dit de conneries, que voilà, où je suis forcément un petit peu plus exigeante avec moi-même que quand je parle de plantes, où comme de toute façon je sais que je suis pas du tout une experte et que je suis pas du tout, c'est pas du tout mon métier, et bah du coup je suis beaucoup moins exigeante avec moi-même. Donc là je me suis forcément un petit peu plus mis la pression. Et d'ailleurs ce qui m'a permis finalement de me lancer à faire vraiment cette vidéo, c'est de me lâcher un petit peu la grappe sur la pression que je me mettais et de me dire bah voilà, je ferai la vidéo que je ferai. C'est ma première vidéo de psycho, donc c'est normal aussi qu'elle soit peut-être pas parfaite. Et j'aurai toujours l'occasion de m'améliorer. Après, il y a bien un moment, il faut que je commence de toute façon. Donc du coup voilà, j'ai décidé de me lancer et d'être un petit peu moins perfectionniste avec cette vidéo-là. Il va y avoir à la fois une partie un peu où je vais vous expliquer ce que c'est la dépression, en essayant que ça soit vraiment pas trop un cours un peu barbant. Et puis une partie où je vais un petit peu plus parler, moi, de mon expérience personnelle, de mon vécu de la dépression. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et puis c'est parti. La dépression, c'est une maladie, c'est un trouble psychiatrique. Alors, c'est classé dans la catégorie des troubles psychiatriques de l'humeur. Alors, c'est des choses qui sont évidemment encore beaucoup plus tabous que les troubles physiques. La société a encore vraiment du mal à les considérer dans la même catégorie, et d'autant plus pour la dépression, il y a beaucoup cette idée voilà, de personnes qui parfois manqueraient un peu de volonté, seraient un petit peu paresseuses ou seraient trop fragiles. Alors toutes les dépressions sont différentes, il y a vraiment plein de configurations de la dépression différentes, donc il y a presque autant de dépressions qu'il y a de personnes déprimées. Mais il y a quand même certains critères diagnostiques qui permettent de parler ou pas de dépression. Du coup, pour parler de dépression, il va vraiment falloir à la fois avoir un certain nombre de symptômes, il va falloir que ces symptômes soient présents depuis assez longtemps, à une certaine intensité et avec une certaine constance finalement. Et il faut que ces symptômes, ils marquent une différence par rapport à comment ça se passait avant. La dépression va notamment impacter notre humeur, nos émotions. C'est pas pour rien que c'est classé dans la catégorie des troubles de l'humeur, évidemment. Et donc, dans cet impact sur l'humeur, les émotions, va y avoir la question de la tristesse, qui est quand même un des symptômes les plus fréquents de la dépression. Et donc, ça va être une tristesse qui va être très intense. On peut même parler, pour pas mal de personnes, de désespoir. Et ça va être une tristesse qui va être aussi quasi constante, donc vraiment lancinante. Donc on est sur une tristesse qui est anormale à la fois en termes d'intensité, en termes de durée et en termes de constance tous les jours. Souvent, mais c'est pas obligatoire, cette tristesse, elle peut s'accompagner d'épisodes un petit peu de pleurs. Vraiment, voilà, on va avoir des pleurs, des moments presque de crise de larmes.
sans forcément qu'il y ait de raison particulière, sans forcément que ça a été déclenché par quelque chose. Et d'ailleurs, cette tristesse, justement, alors parfois elle est exacerbée par des événements, mais elle peut aussi être là de façon un petit peu latente, sans forcément qu'on identifie des facteurs à cette tristesse-là. Et d'ailleurs, c'est un petit peu des choses que les personnes en dépression ont tendance à se dire, en se culpabilisant un peu, c'est ah oui, mais il m'est rien arrivé de grave, il m'est rien arrivé qui justifie que je sois aussi triste, etc. Alors que évidemment, il n'y a pas du tout à culpabiliser du fait d'être triste et de l'intensité de cette tristesse-là, parce que c'est un symptôme de la maladie, donc c'est normal, enfin c'est normal dans le cadre de la maladie, mais c'est quand même un point de culpabilisation qui est assez important de ah bah oui, mais bon... voilà, j'ai pas de raison d'aller mal, j'ai pas de raison d'être triste. Il faut savoir que du coup, cette tristesse intense-là, c'est pas obligatoire comme symptôme de la dépression. C'est ce à quoi, finalement, on rattache le plus la dépression, mais il y a des dépressions où il n'y a pas de tristesse. Pour une grosse partie, moi, de ma dépression, enfin de mes dépressions, ça a été le cas. La tristesse est vraiment un symptôme qui a été là une partie assez minoritaire du temps. Pour parler de dépression, justement, il faut, au niveau de l'humeur, il faut qu'il y ait soit la tristesse, soit un autre symptôme dont on va parler juste maintenant. Il faut qu'il y ait soit les deux, soit un des deux finalement. Il faut savoir aussi qu'au cours du temps, ces choses, elles changent finalement. Par exemple, moi, dans mon cas, la tristesse, elle a été là pendant une partie de la dépression, et puis ensuite, finalement, c'était plus tellement un symptôme qui était présent. Par contre, l'autre symptôme dont je vais vous parler juste là, il était là tout du long. Enfin, bon, voilà. C'est pour ça que je vous disais, il y a autant de configurations possibles de la dépression qu'il y a de personnes déprimées, quoi. Et du coup, l'autre symptôme, parce que là, je vous fais un peu du suspense, mais alors, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. Alors, je vous mettrai ici comment ça s'écrit, même si on s'en fiche un petit peu, hein, on n'est pas forcément là pour faire un cours, comme je disais. Mais donc, c'est le deuxième gros symptôme phare de la dépression, l'anédonie. Et donc, s'il n'y a pas de tristesse, il faut qu'il y ait l'anédonie pour faire le diagnostic. Et l'anédonie, pour la résumer simplement, c'est la perte ou la diminution de la capacité à avoir des émotions positives et de l'intérêt pour les choses. On n'arrive plus à avoir des émotions positives, du plaisir, de la joie, du bonheur, de la curiosité, de l'intérêt, enfin tout ce qui est du versant positif de la sphère émotionnelle est complètement éteint. Alors pour certaines personnes c'est complètement éteint, et puis pour d'autres personnes c'est juste une diminution mais qui est quand même significative. Ce qui va générer du coup le fait que même les activités qui nous plaisaient avant, donc je sais pas si on était passionné par les jeux vidéo, par le piano, qu'on adorait dessiner, etc. Et on n'a plus envie. L'envie de faire les choses n'est plus là, l'envie et le plaisir disparaissent finalement. Donc il y a cet état un petit peu d'indifférence aux choses positives. On va plus ressentir les émotions positives et le plaisir, mais on va s'en rendre compte par contre. On réalise qu'on n'a plus les mêmes émotions positives qu'avant, et on réalise qu'on n'a plus envie de faire les choses qu'on aimait faire avant, et ça va même toucher jusqu'à notre rapport aux autres finalement. On n'a plus tellement envie de voir ses amis, on nous propose d'aller boire un verre, ça nous motive pas, donc ça va vraiment changer aussi notre rapport aux autres, parce qu'on perd un petit peu de l'intérêt pour les autres, on a moins envie de leur parler, on a moins envie de savoir ce qu'ils deviennent, et donc forcément c'est là aussi que ça peut avoir un impact sur notre vie sociale. Ce symptôme, à nouveau il est plus ou moins fort. Moi je vous en parlerai peut-être un peu plus après, mais chez moi c'était ce qui était le plus marqué finalement, l'anédonie, donc vraiment la perte totale pour moi d'émotions positives, d'envie de faire les choses, d'intérêt pour faire les choses, enfin vraiment coquille vide quoi. Là ce que je vous dis c'est quelque chose qui va concerner plus spécifiquement les émotions positives, mais il y a aussi une partie des personnes en dépression qui vont même perdre un petit peu la sensibilité aux émotions tout court, même les émotions négatives. C'est ce qui, moi, a été un peu le cas pendant ma dépression. Au départ, j'avais plutôt la tristesse et puis l'anédonie, donc une tristesse intense et puis une perte des émotions positives et de mon envie et de mon intérêt aux choses. Et progressivement, la tristesse a un petit peu disparu pour laisser place à
ce qu'on va appeler un émoussement affectif, c'est-à-dire une indifférence affective un peu totale, que ce soit les émotions positives, les émotions négatives, les événements qui m'arrivaient qui étaient positifs ou les événements qui m'arrivaient qui étaient négatifs, j'y réagissais plus finalement. C'est vraiment électroencéphalogramme plat, plus rien n'a d'importance, donc à la fois ça peut être un petit peu moins douloureux que quand on ressent la tristesse intense, parce qu'effectivement ça nous protège un petit peu d'une certaine forme de souffrance qu'il y a pendant la dépression, mais ça va créer quand même une sensation de vide énorme et un petit peu le sentiment que plus rien ne compte, plus rien n'a d'importance, quoi. Et donc du coup, c'est pas facile à vivre non plus. Et pour le coup, moi j'avais ça voilà, assez intensément pendant un moment, et donc j'avais... ouais, là c'est vraiment le sentiment de presque plus être en vie en fait, de plus du tout avoir de choses qui se passent au niveau émotionnel à l'intérieur de toi. C'est très impactant au niveau social déjà, parce que notre rapport aux autres il est quand même vachement basé sur les émotions. Et puis c'est impactant pour tous les autres domaines, hein. De toute façon, vu qu'on a envie de rien faire, et bah, forcément on ne fait rien. On est vraiment sur une sensation de vide, de néant, assez terrifiant quand même, surtout que dans ces moments-là, bah, on se demande si ça va revenir en fait. Je pense que on a un peu tous et toutes eu cette angoisse quand on a ce symptôme-là, c'est mais est-ce que je vais un jour de nouveau dans ma vie ressentir du plaisir ou ressentir quelque chose, ou est-ce que ça y est quoi, j'ai perdu ça pour toujours. Forcément, enfin c'est quelque chose qui vient enlever tout le sens de la vie, quoi. Donc du coup, voilà. Et ensuite, la dépression, elle va impacter d'autres catégories du fonctionnement. Elle va impacter nos pensées. Alors nos pensées, c'est-à-dire tout ce qu'on va se dire dans la tête, quoi. Nos pensées dans la dépression, et bah, elles vont être négatives. Elles vont être très négatives. On parle un petit peu des lunettes noires de la dépression. Et les lunettes noires de la dépression, c'est ben voilà, hop, des lunettes qu'on met avec un filtre noir où finalement tout est négatif. On a des énormes biais dans notre façon de voir les choses, de voir le monde. Et on va avoir énormément de pensées négatives qui vont avoir un côté un petit peu répétitif, qui vont tourner en boucle, qui vont s'imposer un petit peu à nous sans qu'on le veuille. Les thèmes principaux des pensées négatives dans la dépression, c'est la culpabilité. C'est quelque chose qui est... Alors moi, c'est pas un des symptômes qui était le plus marqué, mais la culpabilité, c'est un thème qui peut être très très fort dans la dépression et qui peut aller jusqu'à, voilà, je mérite pas de vivre, je fais de la vie des autres un enfer, je suis qu'un poids, je ferais mieux de mourir. Et donc c'est des pensées qui conduisent, hein, comme du coup vous l'imaginez parfois, à des actes suicidaires. Et donc c'est typiquement à ce genre de pensée qu'il faut aussi pouvoir faire attention. Donc voilà, de l'autodévalorisation, je suis nulle, je suis bonne à rien. Voilà, autodévalorisation, culpabilité. Et puis je dirais aussi pessimisme. Pessimisme, je guérirai jamais, ça n'ira jamais mieux, il n'y a rien à espérer pour le futur. De toute façon, dans la dépression, la vision du futur, elle est complètement bloquée, quoi. Il n'y a pas de perspective d'amélioration, il n'y a pas de perspective d'espoir. En fait, on n'a pas l'impression d'être malade et qu'il y a une fin à un moment, voilà, ça ira mieux, les symptômes seront plus là et puis basta, quoi. En fait, quand on est en dépression, même si quand on rationalise, qu'on a une prise en charge avec un psychologue, etc., on peut intellectuellement se dire oui, je suis malade, c'est juste les symptômes de la dépression, machin, mais n'empêche qu'au niveau vraiment de notre ressenti, en fait, on a l'impression que, que c'est devenu ça la normalité, en fait, qu'on a un petit peu compris quelle était la vraie façon de voir les choses. En fait, on a l'impression d'être dans le vrai, et qu'en fait on a retrouvé qu'avant on avait un petit peu un filtre positif et que maintenant on est dans l'objectivité et qu'en fait voilà, le fait que tout est nul, qu'on est nul, que ça ira jamais mieux, que rien n'a de sens, etc. et bah que c'est voilà, que c'est la normalité, que c'est la vérité. Puisque au niveau émotionnel en fait on ressent ces choses-là, c'est-à-dire on ressent que le négatif, plus le positif, voire même on ressent rien du tout, et qu'au niveau de nos pensées dans notre tête, c'est ces pensées-là aussi qui viennent.
Donc quand tu as tes pensées qui disent ça, tes émotions qui disent ça, c'est très difficile de trouver les capacités de se dire « Ah oui, mais non, tout ça, c'est la dépression, c'est mes symptômes, etc. » En fait, quand tu as absolument tout ton être, tout ton psychisme de A à Z qui t'oriente dans cette direction-là, bah, en fait, voilà, c'est quand même très enfermant et à ce moment-là, t'y crois, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en dépression qui ne vont pas consulter. Bon, alors déjà parce qu'il y a tout le côté stigmatisation, aller voir des psys, ça veut dire qu'on est fou, ça veut dire qu'on est faible, tout ça. Mais en fait, il y en a aussi qui ne vont pas consulter parce que de toute façon, ils sont persuadés que ça ne peut pas aller mieux, en fait. Et comme ils sont persuadés de ça, bah, il n'y a pas d'intérêt à consulter. Moi, je vois que, par exemple, quand j'étais en dépression, j'avais presque pas la force d'avoir envie d'aller mieux. C'est-à-dire que j'étais tellement éteinte que j'avais même l'envie d'aller mieux, c'était difficile d'aller la chercher, quoi. Tellement j'étais paralysée dans mon truc. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, y a beaucoup de personnes qui restent en dépression pendant un petit moment avant d'aller voir quelqu'un, quoi. Rien n'ira jamais plus, je suis un échec, je suis qu'une merde, toute ma vie n'est qu'échec, personne ne m'aime, de toute façon je mérite pas d'être aimée, voilà, je mérite pas de vivre, etc. Enfin, bon, que des trucs très sympas. On n'est pas très bienveillant avec soi-même quand on est en dépression. On s'auto-accuse beaucoup. Ensuite, une autre catégorie du fonctionnement psychique que ça va impacter, c'est les fonctions un petit peu cognitives, les fonctions du cerveau. Typiquement, notre concentration, notre attention, notre mémoire, notre motivation. Alors, pour moi, ce qui a été très très marquant, c'est vraiment la capacité de se concentrer, quoi. Avant, j'étais vraiment du genre à être plutôt bosseuse. Je travaillais voilà, assez longtemps. Enfin ouais, je sortais de thèse, donc du coup, j'avais l'habitude de travailler toute la journée sur mon ordi, à écrire des trucs, à faire des recherches, à lire et tout. Enfin voilà, j'avais plutôt une bonne capacité de travail et de concentration. Et en dépression, vraiment, porter mon attention sur quelque chose plus de 5 minutes, c'était devenu infernal, quoi. J'avais plus aucune capacité de concentration, je travaillais 2 minutes, j'en pouvais plus. Donc ouais, une concentration qui est très diminuée, une attention qui est très diminuée. Ça peut s'accompagner aussi de difficultés au niveau de la mémoire. Alors, c'est pas vraiment qu'on a une baisse des capacités de mémoire dans le sens, dans le cerveau, les capacités de mémoire en fait n'ont pas bougé. C'est que comme il y a une baisse vraiment de l'attention, de la concentration, etc., forcément, la capacité à retenir des choses au moment où elles se passent et la capacité à trouver un petit peu la concentration nécessaire pour les rappeler, c'est plus ça en fait qui est altéré. Mais techniquement, la mémoire en tant que telle n'est pas touchée. D'ailleurs, quand on fait des tests vraiment juste de mémoire de façon très contrôlée, on se rend compte que ça n'a, en général, en moyenne, chez les personnes déprimées, ça n'a pas tellement bougé, alors qu'elles ont l'impression au quotidien d'avoir des troubles de la mémoire. Mais en fait, quand on vérifie scientifiquement, c'est pas tellement le cas, mais parce qu'il y a d'autres choses comme l'attention et la concentration qui viennent impacter en fait le fait de se souvenir, etc. Et donc du coup, ça donne cette impression-là, quoi. Donc du coup, voilà, au niveau de l'attention et de la concentration principalement, mais aussi, comme je vous disais, de la motivation. L'absence de motivation, pour moi, ça a été très fort. Ça accompagnait du coup aussi voilà, la perte d'émotions positives, le fait d'avoir envie de rien, de plus avoir d'intérêt pour les choses. Bon, bah forcément, ça joue aussi déjà, ça joue beaucoup sur la motivation. Mais c'est pas que au niveau émotionnel dans la dépression. La perte de motivation, en fait, c'est aussi un petit peu la perte de la capacité mentalement à planifier des actions, en fait. C'est vraiment le fait de se dire, bah voilà, je me lève, je m'habille, enfin je me lève, je vais prendre ma douche, ensuite je m'habille. Vraiment des schémas d'action assez simples, assez quotidiens. Le cerveau n'a presque plus l'énergie, plus les ressources pour planifier ce schéma-là, quoi. Et donc du coup, tout paraît infaisable, quoi. Tout paraît être une montagne. Ne serait-ce que voilà, tendre le bras pour répondre à un SMS, ça peut paraître vraiment hyper difficile. Et du coup, c'est pas juste une perte de motivation, genre oh là là, j'ai un peu la flemme. Non, on est vraiment sur à la fois il y a ce côté émotionnel, j'ai envie de rien,
dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté vraiment au niveau voilà, des capacités presque dans le corps et dans le cerveau qui sont réduites finalement. Le cerveau a plus la même capacité qu'avant de se dire ce qu'il doit faire, de le planifier, de le programmer un petit peu, voilà, d'enclencher l'action. Et c'est un petit peu ce qui souvent dans la dépression, ce que les gens appellent la paresse, alors que c'est pas du tout de la paresse. Quand souvent, moi je vois pas mal de patients qui me disent oh là là, voilà, je suis devenue hyper paresseux, vraiment, c'est pathétique et tout, enfin, qui à nouveau se dévalorise, s'accuse beaucoup de ce symptôme-là, alors que c'est un symptôme, c'est tout, c'est normal, vous avez plus la même, enfin, je dis vous, mais moi y compris, parce que voilà, j'étais concernée aussi, on n'a plus la même capacité qu'avant. La motivation, c'est pas juste un truc qu'on peut aller chercher quand on veut et il faut juste faire l'effort suffisant pour le faire. On n'est pas tous égaux face à ça. Déjà de base, sans parler de dépression. Mais alors en plus, dans la dépression, on est très très loin d'être égaux là-dessus. Et donc l'effort qu'on a à faire pour faire les choses, il est disproportionné. Et c'est pour ça que ça peut parfois être assez toxique quand il y a l'entourage qui va juste dire allez, fais un effort, motive-toi un peu, sors, voilà, va courir, enfin comme si c'était simple, quoi. C'est-à-dire que en fait ça peut pas être des conseils en soi puisque c'est justement ça le symptôme de ne pas réussir à le faire. Donc du coup, c'est comme dire écoute, fais un effort, arrête d'être déprimé. Du coup, ça revient au même en fait parfois de dire ça parce que le conseil qu'on donne, c'est pile le symptôme qui fait que c'est pas possible d'appliquer ce conseil-là. Alors bien sûr, c'est toujours fait avec des bonnes intentions, hein, mais en fait, ça correspond pas à la réalité de la personne qui est en dépression, quoi. Et parfois, ça la culpabilise encore plus parce qu'elle se dit, bah ouais, c'est vrai, c'est simple, il suffirait que je fasse ça, il suffirait que je fasse ci, et j'y arrive pas, quoi. Mon cerveau y arrive pas, mon corps y arrive pas, et c'est très difficile à expliquer, à verbaliser, mais c'est un petit peu un sentiment de paralysie, quoi. Paralysie du corps, paralysie de la tête. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui définit bien la dépression, je trouve. Cette paralysie, ce ralentissement de tout, en fait. Un petit peu comme si tout notre corps et tout notre cerveau, tout était engourdi, tout était en pause. Et voilà. Ensuite, du coup, la dépression, ça va impacter le comportement. Un des symptômes de la dépression, c'est l'apathie. C'est-à-dire, c'est l'apathie, le fait d'être assez immobile dans notre corps, de ne plus beaucoup bouger, de ne plus beaucoup faire de choses. Alors, ça va être plus ou moins marqué selon les personnes. Moi, quand j'étais en dépression, alors surtout pendant la première partie de ma dépression, et surtout pendant ma deuxième dépression, ma première dépression, ça allait. Je faisais plus rien, mais quand je vous dis je faisais plus rien, c'est que j'étais en position allongée, toute la journée, à attendre rien, hein, mais vraiment à attendre que la journée se passe, quoi. Alors le fait de rester tout le temps allongé comme ça, c'est ce qu'on appelle la clinophilie. Pareil, je vous mets ici. Ce qui est différent du fait de dormir, hein. C'est-à-dire que moi j'étais allongée toute la journée, mais je dormais pas pour autant. Alors parfois je me rendormais, parfois je me réveillais, il y avait un petit peu, voilà, comme ça, des alternances. Mais la clinophilie, c'est pas lié au fait de dormir. C'est vraiment le fait de rester en position allongée, de rester au lit. Moi vraiment, je me réveillais le matin, j'ouvrais les yeux, et puis mon cerveau il me disait non, mon corps il me disait non, et puis je restais comme ça allongée avec alors, soit des pensées négatives qui passaient, soit une sensation un petit peu de vide, et dans l'incapacité de me lever, dans l'incapacité d'initier une action, voilà, ne serait-ce que me lever, m'habiller, aller boire un café, vraiment incapable de commencer ma journée. Et donc après quelques heures, je me rendormais, et puis je me réveillais, voilà, après 1 heure ou 2, je restais dans le lit, je me rendormais, je finissais par aller me rouler en boule sur le canapé, histoire d'avoir au moins changé de pièce dans l'appartement. Et alors pour le coup, du coup un impact assez important quand même sur le sommeil, le rythme du sommeil et la qualité du sommeil. Mais ça m'emmène à la dernière catégorie du fonctionnement impacté
par la dépression, c'est le physiologique. C'est les fonctions un petit peu vitales du corps, donc l'appétit, le sommeil, la sexualité notamment. Alors comme symptômes physiologiques, ce qu'il va y avoir d'assez courant, c'est la fatigue. Mais alors, quand je vous dis la fatigue, c'est vraiment la fatigue, quoi. En majuscule, en gras, en souligné. D'ailleurs, il y a un nom exprès pour ça. Le symptôme, ça s'appelle l'asthénie. Pareil, je vous mets ici. Et l'asthénie, c'est une fatigue intense, extrême, constante, et avec pas de capacité de se reposer. En fait, peu importe. En fait, c'est pas lié à un manque de sommeil, quoi. On peut dormir et dormir, en fait, on se réveille fatigué et on reste fatigué toute la journée. Et on se sent vraiment, le corps est mou, quoi. Le corps est vidé. C'est aussi des troubles du sommeil. Alors certaines personnes vont dormir beaucoup trop, certaines personnes vont plus faire des insomnies. Bon, ce qui était un peu particulier pour moi, c'est que j'avais déjà des troubles du sommeil, c'est-à-dire que moi c'est quelque chose que j'ai tout le temps, même quand je suis pas en dépression, j'ai des troubles du sommeil. Je suis insomniaque en fait, et alors peut-être d'ailleurs certains d'entre vous à qui j'ai tendance à parler sur Instagram voient que je leur réponds en plein milieu de la nuit à chaque fois. Et j'ai ce qu'on va appeler une inversion des rythmes circadiens. C'est-à-dire qu'en fait, si je me laisse aller, si vraiment j'essaye pas de gérer, de contrôler ce trouble-là, je me retrouve presque à inverser le jour et la nuit en fait. Et alors, quand je suis pas en dépression, j'arrive à trouver l'énergie pour limiter ça. Mais quand j'étais en dépression, j'étais plus capable de gérer mes troubles du sommeil. Et donc, voilà, je me réveillais à 18 h, je me couchais à 7 h du matin, ensuite je me réveillais à 16 h, ensuite je me recouchais à 9 h du mat. Enfin, ça n'avait mais plus aucun sens, quoi. Ce qui, comme vous vous en doutez, ne facilite pas le rapport social, quoi. Et toujours au niveau physiologique, il y a en fait tout simplement un ralentissement du corps. Alors je vous disais que la dépression, c'est un ralentissement de tout, que ce soit de l'esprit, du psychisme et du corps. Et donc en fait nos mouvements sont plus lents, notre corps est plus lent, nos gestes sont plus lents, enfin voilà, on est vraiment ralenti. Et toujours au niveau physiologique, il y a un impact sur l'appétit. Alors il y a des personnes qui vont perdre l'appétit, il y a des personnes qui vont avoir un appétit qui augmente, qui va plus essayer de compenser, donc une tendance à manger de façon un peu compulsive. Moi c'est marrant parce que pendant mon premier épisode dépressif, j'ai eu une grosse perte d'appétit, j'ai perdu énormément de poids et je me suis retrouvée vraiment en maigreur. Et à mon second épisode dépressif, c'est l'inverse, j'ai mangé compulsivement et j'ai pris 15 kilos. Donc en fait la question c'est pas de dire on est trop maigre, on est trop gros, etc. Enfin voilà, ça c'est les normes de la société un petit peu absurdes. L'idée c'est plus de dire on a perdu beaucoup de poids ou pris beaucoup de poids en un temps réduit parce que notre appétit a changé considérablement. Donc c'est ça en fait qui fait qu'on va dire que c'est un symptôme, que c'est pathologique. C'est pas le fait de faire tant ou tant de kilos, c'est plus le fait de dire en fait il y a eu un changement significatif par rapport à avant, quoi. Alors après, moi quand même dans ma première dépression j'étais tombée à un stade de maigreur où voilà quoi, quand même faut faire attention. Là il ne s'agit plus de jugement esthétique, il s'agit juste de dire bon bah voilà, ça me rendait encore plus faible, j'avais encore moins d'énergie parce qu'en plus j'étais très maigre, donc du coup ça n'aidait pas. Et puis la dernière chose dans le physiologique, c'est la sexualité, même si c'est pas que physiologique la sexualité, parce que en fait tout ce qui est perte d'émotions positives, perte d'envie, perte de plaisir, enfin bref tout ce que je vous disais avant, forcément ça a un impact sur la libido, parce que bah voilà, on a, enfin pas tout le monde, hein, mais une partie des personnes ont une perte de libido, n'ont plus envie, alors que ce soit psychiquement ou dans leur corps. Alors à nouveau, c'est exactement comme pour l'appétit, il y a des gens qui ont très peu de libido à la base, et donc l'idée c'est pas de dire que ça c'est pas normal, l'idée c'est de dire est-ce qu'il y a eu un changement important à l'apparition de la dépression en fait. Il y a des personnes qui ont une très forte libido, des personnes qui ont une très faible libido, et c'est en fait c'est leur fonctionnement, c'est pas pathologique. Et puis d'ailleurs on peut tous et toutes avoir des changements dans notre libido et dans notre comportement sexuel sans que ça soit pathologique, hein. Voilà, dans la vie les choses évoluent, les choses changent, il y a plein de facteurs qui impactent, etc. Mais quand il y a d'autres symptômes dépressifs autour et que en plus de ces symptômes dépressifs-là, bah, y a un changement, une baisse au niveau de la libido qui est très significatif et qui est vécu par la personne comme une souffrance en plus. Bah là, on peut parler de symptômes, quoi. Donc c'est pour ça,
c'est important de garder en tête que une même chose ne va pas forcément être considérée comme un symptôme pour tout le monde et à toutes les périodes de la vie. En fait, il y a plein d'autres choses autour à évaluer pour savoir si c'est un symptôme ou pas et est-ce que c'est un symptôme de la dépression ou non, quoi. Du coup, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, forcément, vous imaginez bien que ça a un impact assez important sur la vie. Alors, ça a un impact déjà au niveau social. On s'isole beaucoup. À la fois parce qu'on a l'impression d'être un poids pour les autres, à la fois parce qu'on n'a plus l'énergie d'être dans des relations sociales comme ça, et puis on s'isole beaucoup aussi parce que en fait la dépression c'est quelque chose qui est très stigmatisé, donc il y a encore pas mal de personnes qui vont donner des conseils un peu à la con, il y a pas mal de personnes qui vont nous culpabiliser. Il y a pas mal de personnes qui pensent encore que la dépression c'est un manque de volonté, que c'est une faiblesse, que ça arrive aux gens qui sont un petit peu faibles, qui ont moins de force mentale, enfin tous ces clichés là. Et du coup il y a aussi des personnes qui s'éloignent. Alors après quand on est en dépression on n'est pas forcément toujours de très bonne compagnie, hein, mais il y a quand même cette mauvaise compréhension de la dépression qui vient renforcer ça au niveau de la société. Et c'est dommage parce qu'en fait, en vrai, le soutien social, c'est un facteur qui peut aider énormément dans la dépression. La sensation d'être compris, d'être entendu, d'être soutenu, d'être écouté aussi. Alors après, notre entourage ne peut pas porter notre dépression sur ses épaules. C'est pas leur rôle, hein, bien sûr. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos d'une seule personne. Et puis, du coup, il y a aussi les professionnels à côté qui sont là pour gérer ça. Mais c'est vrai quand même que d'avoir du soutien, c'est quelque chose qui est important. Et je vous encourage, du coup, vous, si vous avez des personnes proches dans votre entourage qui sont en dépression et que vous avez les ressources pour être dans le soutien en ce moment, parce que parfois, on n'a pas non plus les ressources, ça peut être une grande aide. Ensuite, ça va avoir un impact aussi assez important sur la vie personnelle et le travail, parce qu'en fait, comme on a envie de rien, qu'on n'a plus de motivation, qu'on n'a plus d'énergie, que faire ne serait-ce que aller se doucher, c'est déjà un effort pas possible, qu'on a une concentration qui est vraiment diminuée, etc. Et forcément, le fait de maintenir une activité professionnelle, c'est pas facile, et le fait de maintenir nos activités personnelles du quotidien, c'est pas facile non plus, donc ça va quand même être un handicap important, quoi. La dépression, c'est un vrai handicap, c'est une des maladies les plus handicapantes aujourd'hui dans notre société, parce que ça vient vraiment impacter la capacité à faire quoi que ce soit. Alors il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se mettre en arrêt maladie, alors que c'est une raison tout à fait légitime de se mettre en arrêt maladie. Voilà, c'est comme si vous aviez une maladie physiologique. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Moi, j'ai pas osé. Alors même que je suis psychologue, que je travaillais en psychiatrie, donc dans un milieu où on peut imaginer que les gens sont sensibles à ça, j'ai pas osé prendre un arrêt maladie pour dépression. Alors il faut savoir que quand vous prenez un arrêt maladie, rien ne vous oblige à dire pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de toute façon de dire que c'est parce que vous êtes en dépression. Mais voilà, même avec moi-même en fait, j'ai pas osé me dire ok, je suis en dépression, j'ai le droit d'avoir un arrêt maladie. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur de la dépression, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ma psychiatre pourtant avait pas mal insisté pour que je me mette en arrêt maladie, mais je l'ai pas fait. Résultat, ça a eu un impact sur mon activité professionnelle parce qu'en fait j'étais plus capable de gérer. Donc, et en libéral, par contre, j'avais réduit considérablement les patients que je voyais. Alors il faut savoir qu'à l'hôpital, je faisais principalement de la recherche. Donc je ne voyais pas vraiment de patients, je faisais vraiment de la recherche scientifique. Donc c'était de l'écriture d'articles, de la lecture, le fait de faire des analyses statistiques, etc. C'était assez solitaire, donc c'était pas en lien avec les patients. Par contre, mon activité libérale, forcément, je voyais des patients. Et ça, je l'ai quand même beaucoup réduit parce que j'avais plus la même disponibilité pour les autres, forcément. Hein. Une seule consultation avec un patient, ça m'épuisait pour la journée. Donc du coup j'ai beaucoup réduit mon nombre de consultations, mais j'ai pas complètement arrêté non plus, parce que simplement déjà j'avais pas envie d'abandonner mes patients. Alors c'est un peu con parce que là aussi je me culpabilise et je m'autorise pas à me dire ok je suis malade, j'ai le droit de faire une pause, mais j'avais pas envie d'arrêter de voir des patients qui eux non plus n'allaient pas bien à ce moment-là.
Et donc j'ai beaucoup pris sur mes ressources perso pour pouvoir continuer quand même à assurer un peu le minimum syndical des consultations auprès des patients, mais ça me vidait complètement et ça a un petit peu, pendant un temps, ça a un peu aggravé cette dépression-là parce que en plus, voilà, je percevais un peu tous les problèmes, toute la souffrance des gens, etc. C'est un petit peu mon métier, hein. Donc voilà. Et en plus, il faut savoir que je suis dans mes spécialités, il y a la dépression. Donc du coup, j'avais pas mal de personnes aussi que je voyais pour dépression. Alors après, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je ne pense pas que ça a impacté mes capacités professionnelles. Parce que même si j'étais vraiment fatiguée, épuisée, en fait, quand j'avais une consultation, je mobilisais vraiment toutes mes ressources, toute mon énergie pour être à fond dans cette consultation-là. Et comme j'ai quand même, voilà, quand on est psychologue, il y a beaucoup d'automatismes, il y a aussi toutes les connaissances, toute la pratique qu'on a qui font que, moi en tout cas, je ne parle pas pour les autres psychologues, moi j'ai été quand même capable de garder quand même mes compétences professionnelles pour prendre en charge mes patients. Par contre, j'étais pas capable d'avoir autant de patients qu'avant. Il a vraiment fallu que je réduise beaucoup mon activité pour pouvoir proposer, voilà, des consultations de qualité aux gens que je voyais. Mais on peut tout à fait être psychologue et avoir un trouble dépressif, on peut tout à fait être psychologue et avoir d'autres troubles. Ça n'empêche pas du tout comme on peut être médecin et avoir du diabète, hein. Ça n'empêche pas, les psychologues ne sont pas immunisés aux troubles mentaux. Un psy qui ne va pas bien ou qui est en dépression, c'est pas un mauvais psy. Par contre, c'est important quand on est psy, et de façon générale, d'ailleurs pas que quand on est psy, mais de savoir s'arrêter quand il faut, de savoir réduire quand il faut, et de s'observer et de savoir à quel moment on a dépassé nos limites et à quel moment, pour le bien-être des patients et le nôtre, c'est mieux de faire des modifications dans soit la fréquence, soit de prendre une pause. Ce qui est très problématique de nos jours, c'est que la dépression, c'est vraiment une maladie qui est très, très stigmatisée. À la fois, on a du mal à se considérer légitime dans les symptômes qu'on a, dans la souffrance qu'il y a, et à la fois les autres, la société, l'entourage nous renvoie pas toujours qu'on est légitime aussi là-dedans. On est quand même dans une société du positivisme, du développement personnel, où il faut tout le temps aller bien, ou en tout cas être sur le chemin de se développer le plus possible, de se donner à fond. Il y a besoin d'un suivi vraiment professionnel, parce que les outils du développement personnel, en fait, ils sont surtout faits pour des gens qui vont déjà bien. C'est pas fait pour des gens qui sont malades. Et la dépression, comme je vous disais, c'est une maladie grave. C'est une maladie mortelle parce que le taux de suicide dans la dépression, il est très 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 important. Et puis c'est une maladie en plus qui est quand même très fréquente. Faut savoir que la dépression, ça va concerner une personne sur 5. Il y a une personne sur 5 qui va faire une dépression un jour dans sa vie. Donc autant vous dire que c'est énorme. Donc voilà, c'est une des maladies les plus fréquentes, les plus handicapantes, les plus mortelles finalement. Et pourtant, on est encore dans une société qui a du mal à légitimer ça, dans une société qui est encore beaucoup dans la culpabilisation. Il n'y a pas à culpabiliser, c'est des symptômes, et c'est normal d'avoir ces symptômes quand on est en dépression. C'est des symptômes qui partiront quand vous serez en rémission de la dépression, parce que qui dit maladie dit aussi à un moment quelque chose qui peut aller mieux. Allez consulter et soyez surtout bienveillant avec vous-même, quoi. Autorisez-vous à avoir besoin d'aide. Vous n'avez pas à vous en sortir par vous-même. En fait, c'est pas votre rôle. Tout comme quand on a une maladie physiologique, c'est pas notre rôle de nous soigner, hein. Ne faites pas reposer tout ça sur vos épaules à vous. Et n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut tomber en dépression. C'est pas les gens les plus faibles qui tombent en dépression. Si ça vous concerne, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Du coup, donc comme je vous disais, j'ai eu 2 gros épisodes. Le premier épisode dépressif, je pense que j'en ai eu d'autres avant, mais simplement que j'ai pas identifié comme ça et que j'ai pas consulté à l'époque. Et puis à l'époque, c'était quand j'étais ado, donc j'y connaissais rien, j'étais pas sensibilisée à ça, etc. Donc je pense que j'ai eu d'autres épisodes dépressifs avant, mais là je vais vous parler des 2 que j'ai vraiment identifiés en tant que tels ces dernières années. Et donc le premier, c'était il y a quelques années, et c'était pendant ma 2e année de thèse. Il y a eu quand même à l'époque des facteurs qui ont précipité la dépression. C'était pas la cause de la dépression, mais ça a un petit peu accéléré, on va dire,
l'arrivée de la dépression. Cet épisode dépressif là, il était assez modéré. J'ai quand même réussi à rester assez fonctionnelle au quotidien. J'arrivais quand même à faire les choses. Je n'ai pas consulté à l'époque. J'ai bien identifié que j'étais en dépression. Je me suis un peu auto-diagnostiquée, ce qui ne faut pas trop faire. C'est pas forcément ce qui est conseillé. Ça a quand même duré 1 an. Et il y a eu une forme de rémission, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça allait mieux. Les symptômes étaient presque plus là. J'ai considéré que c'était bon, mais je pense que comme le second épisode est arrivé peut-être 2 ans après, mais je pense que finalement il y avait aussi un petit peu des choses qui me restaient du précédent épisode, que j'avais un peu traîné pendant ces 2 ans, et je sais pas si j'étais tant que ça en rémission. Mais en tout cas, le deuxième épisode, il est arrivé 2 ans après, et alors là, du coup ça a commencé pendant la pandémie, pendant le confinement. Et donc, alors ce qui a joué bien sûr, c'est le confinement, l'isolement social, etc. Mais c'est surtout l'arrêt du tabac. Moi j'étais très dépendante au tabac. Et donc pendant la pandémie, j'ai arrêté de fumer. Et quand j'ai arrêté de fumer, en fait, j'ai perdu ma stratégie de régulation émotionnelle numéro 1, parce que je fumais quand j'étais triste, je fumais quand j'étais énervée, je fumais quand j'étais contente. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'aidait à gérer mes émotions. Donc en fait, mon organisme et mon psychisme a été complètement chamboulé par l'arrêt du tabac. Et puis en plus, comme j'étais très dépendante, je fumais beaucoup et je fumais un petit peu à toutes les occasions, quoi. Et du coup, quand j'ai arrêté de fumer, et ça a accentué ce côté j'ai envie de rien. Parce qu'en fait, tout ce qui aurait pu me faire envie était associé au tabac. Donc de me dire, ah tiens, je vais aller boire un verre avec une amie, ou je vais me poser devant un épisode de série, enfin voilà, des petites choses simples comme ça. Tout de suite, je me disais, ah oui, mais je vais pas pouvoir fumer, et tout de suite, ça enlevait le plaisir, l'intérêt de le faire, et donc je le faisais pas. Un jour, je pense que j'aimerais bien faire une vidéo un peu plus centrée sur l'arrêt du tabac. Il y a plein de personnes pour qui c'est pas aussi difficile d'arrêter, et ça n'a pas autant d'impact, parce que simplement elles sont moins dépendantes, ou elles sont un petit peu moins vulnérables à la dépression, enfin voilà, plein de choses. Mais il faut savoir quand même qu'effectivement, l'arrêt du tabac ou de l'alcool, enfin voilà, le sevrage d'une addiction en général, ça peut être un facteur de troubles dépressifs, d'épisodes dépressifs. Et pour moi, ça l'a carrément été. Donc il y a eu ça, il y a eu la période du confinement, etc., tout ce qui allait avec. Et puis, il y a eu un petit peu, au niveau professionnel, un côté un peu burn-out. Parce qu'il faut savoir que pendant le premier confinement, nous les psychologues, donc on continuait à voir nos patients pour la plupart d'entre nous, et on voyait des patients qui étaient du coup très anxieux, très déprimés, et qui passaient leur temps chez eux à ne rien faire, et qui n'avaient plus du tout d'autres soutiens, d'autres ressources que leur psychologue. Et puis en plus, ils étaient très angoissés par la pandémie, très déprimés par le confinement, avec des cas quand même difficiles, parce que des personnes qui n'allaient pas bien à la base, et que le confinement, que la pandémie, voilà, ont vraiment aggravé les troubles. Et donc on s'est retrouvés, enfin il y a pas mal de psys qui se sont retrouvés d'un coup avec déjà une augmentation très brutale du nombre de patients, du nombre de consultations, une augmentation très brutale et très importante du nombre de troubles anxieux et de troubles dépressifs, et avec des patients qui s'aggravaient tous, et avec, on était un petit peu devenus, pour certains, la seule ressource, le seul accès social qu'ils avaient. Ça faisait beaucoup, quoi. Surtout à une période où on était tous et toutes aussi impactés par cette pandémie et par ces angoisses. Donc en plus, parfois, on partageait un petit peu ce que pouvaient ressentir ces patients-là. Moi, comme j'étais déjà fragilisée et que voilà, je commençais déjà à avoir ces symptômes dépressifs, que j'avais arrêté de fumer, etc., j'étais d'autant plus vulnérable et sensible à ça. Et donc, le fait d'avoir ce poids professionnel, cette charge vraiment très accentuée à cette période-là, ça m'a vraiment épuisée, en fait. Ça m'a vraiment épuisée, et c'est vrai que c'était un moment où j'étais enfermée chez moi, et je passais la journée à avoir des consultations avec des personnes qui allaient très mal, qui ne pouvaient en parler à personne d'autre, à une période où moi j'étais en train d'aller de plus en plus mal. Et donc forcément, ce mélange-là, il a été compliqué, et c'est vraiment, ça a contribué à me faire basculer. Voilà, c'est plein de facteurs qui ont contribué à me faire basculer.
qui n'auraient pas forcément fait basculer quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, voilà, la dépression, ça reste des choses qui sont individuelles. L'idée, c'est pas forcément de comparer. Et puis ensuite, il y a eu toute une phase où voilà, je me suis aggravée progressivement, mais tout en étant un petit peu dans le déni. Alors il y avait ma partie rationnelle de psychologue qui savait ce qui était en train de se passer, et puis il y avait la partie un petit peu non mais c'est qu'une mauvaise passe, ça va aller mieux. Et puis il y avait ce côté un peu mais t'es psychologue, tu peux pas tomber en dépression quoi. Alors que je sais très bien que c'est faux, hein, évidemment qu'on peut tomber en dépression comme je vous disais, mais voilà, il y avait ce côté un petit peu difficulté à l'assumer et à la fois, enfin en même temps, donc à la fois mon métier, le fait d'être psy et d'ailleurs d'être assez spécialisée dans la prise en charge de la dépression, à la fois ça a été un facteur de culpabilisation, c'est-à-dire que je me suis un peu accusée d'être dépressive alors que j'étais psy, etc. Ce qui est ridicule parce que rationnellement, je sais que ça n'a rien à voir. Et en même temps, le fait d'être psychologue, c'est quand même quelque chose qui m'a aidée parce que j'avais la chance, et c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, d'être sensibilisée, très sensibilisée du coup, aux signes, aux symptômes, aux critères. Et donc, je l'ai quand même identifié assez rapidement. Et mon entourage, comme j'ai beaucoup de psychologues dans mon entourage, l'a aussi identifié, l'a aussi compris. Donc, j'avais voilà un entourage quand même qui était sensible à ça. Donc, j'avais pas besoin de les éduquer sur la question, j'avais pas besoin de tout leur expliquer, etc. 70% de mes amis sont psychologues, et bah, du coup, voilà, forcément, ça a ses désavantages aussi, hein, très clairement, mais ça a aussi ses avantages. Et du coup, la deuxième fois, alors je me suis aggravée progressivement, il y a eu un petit peu cette période de déni, mais ça a été un épisode beaucoup plus intense, là, qui était clairement un épisode dépressif sévère, où je sortais plus du tout, je restais dans mon lit toute la journée, je faisais plus rien, avec voilà un sentiment de vide total et absolu. Et la sévérité de ça a fait que cette fois-ci, je me suis dit, bon, ça va pas passer tout seul, je vais consulter. Et donc du coup, comme j'avais, bah voilà, hein, de par mon métier, j'avais des contacts quand même. J'ai demandé des contacts donc, de psychologues et de psychiatres. Alors là, la difficulté, c'est de trouver dans ma région des psychiatres et des psychologues que je ne connais pas et qui n'ont pas de lien professionnel avec moi, c'est-à-dire qui ne sont pas des collègues de collègues que je vais peut-être recroiser, etc. Ce qui n'est pas évident parce que c'est un petit monde quand même. Et donc du coup, bah, j'ai entamé des suivis et là, pour ce second épisode dépressif, j'ai pris un traitement antidépresseur. Pour le premier, ça n'a pas été le cas. Un traitement antidépresseur qui m'a quand même bien aidée. Il a surtout fait que j'avais moins de tristesse, moins de pensées négatives. Par contre, il a renforcé le côté moins d'émotions, fatigue, etc. Enfin, en fait, le traitement antidépresseur, il a vraiment chez moi eu, notamment le premier que j'ai changé plusieurs fois de type d'antidépresseur, mais le premier faisait que j'étais encore plus fatiguée. Donc ça, bah déjà que la dépression, ça fatigue, c'est voilà, quand même un symptôme fréquent. Bah forcément, et moi, j'avais vraiment un effet secondaire avec ce premier antidépresseur où j'avais un état de somnolence, mais c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, je faisais des parties de jeux de société avec des amis, et quand c'était pas à mon tour, j'allais me recoucher sur le canapé pour dormir 5 minutes, et mes amis étaient obligés de me réveiller pour que je revienne à ma place quand c'était mon tour, quoi. C'est-à-dire pour vous dire que j'arrivais pas à rester éveillée plus de 15 minutes, et dès que j'avais une demi-seconde pour fermer les yeux et somnoler, je le faisais, quoi. J'étais pas capable de regarder une vidéo YouTube sans m'endormir, sans somnoler. C'était vraiment hyper compliqué. C'est ce qui fait que j'ai changé de traitement antidépresseur à ce moment-là, pour en prendre un qui effectivement avait beaucoup moins cet effet de somnolence. Alors après, il faut savoir quand même que la dépression, c'est quelque chose qui est assez progressif, assez insidieux. C'est-à-dire que c'est pas on se réveille un matin, pouf, on est en dépression et on a tous les symptômes qui sont là, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'installe très progressivement et c'est ce qui fait que c'est un peu traître, quoi. C'est que c'est difficile à observer, à identifier parce que c'est un glissement progressif. C'est vraiment, voilà, on sombre doucement, on glisse doucement et donc moi au départ, voilà, ça a été... j'avais un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins de motivation, un petit peu moins d'émotions positives, et puis chaque jour un peu moins finalement. Et c'est difficile d'identifier cette frontière, cette limite où
ça devient pas normal et où on se dit il y a quelque chose qui va pas quoi. Mais finalement, très progressivement, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et ben je me suis retrouvée dans une situation où je restais couchée, je faisais plus rien, la moindre des choses me fatiguait, j'étais plus capable d'aucun effort, j'avais plus envie de voir les gens, j'avais plus envie de faire voilà, quoi que ce soit. Franchement, j'ai eu pendant ouais, presque un an vraiment une période où je répondais plus à personne, où j'arrivais à peine à trouver la force de m'habiller, de faire les courses. J'avais vraiment l'impression d'être au fond d'un puits et puis d'attendre, quoi. Comme si le monde autour tournait en accéléré et que moi j'étais là, paralysée au fond de mon puits, à me demander si un jour j'allais sortir de ce puits-là. Et puis voilà, je me réveillais, j'étais au fond de mon puits et j'attendais de me rendormir pour que ça passe plus vite, quoi. Parce que quand on est en dépression, le temps passe très 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 lentement, quoi. Et on n'en voit pas le bout, on se dit ça ira jamais mieux, voilà, je vais rester dans mon puits. Et puis le monde va continuer à tourner en accéléré, les gens vont continuer à faire leur vie. Et puis moi, ben voilà, maintenant je suis dans un puits et c'est comme ça. Enfin, c'est bon, c'est pas joyeux hein, ce que je vous raconte. Mais... Et puis on n'a pas tous forcément ce vécu-là. C'est vrai que voilà, c'est un peu mes métaphores personnelles à moi. Mais moi j'avais, enfin voilà, c'était un petit peu le sentiment que j'avais, quoi. Cet état de paralysie, d'être au fond d'un gouffre. Et puis d'attendre, mais d'attendre rien, quoi. Juste d'attendre. Et c'est vraiment une perte de sens totale. Et alors évidemment, moi comme c'était en pleine pandémie avec les confinements qui s'enchaînaient, bah, ça n'a pas facilité, quoi. Et donc ça a contribué d'autant plus à l'isolement. Enfin, ma dépression à moi, si je devais la définir, c'est vraiment le fait d'être figé, quoi. C'est vraiment le fait d'être paralysé, d'être engourdi. C'est pas tellement la tristesse intense, quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus cette perte de vitalité. C'est un peu la sensation, ouais, d'être morte à un niveau un peu symbolique, quoi. Et puis, moi, j'ai eu quand même du mal à aller consulter. Je savais qu'il fallait que je consulte et j'ai fini par le faire. Mais comme je vous disais, comme j'avais aucune motivation, aucune énergie, aucun élan vital, ben voilà, ne serait-ce que faire l'effort de prendre rendez-vous chez un psychiatre, chez une psychologue, etc. Bah, déjà ça, c'était un effort énorme. Et puis, il y a ce côté, voilà, pessimisme, on voit tout en noir, etc. qui fait que j'avais du mal à me dire que ça pourrait m'aider, quoi. Pourtant, je le savais, hein, parce que, voilà, comme je disais, c'est mon métier. Donc, au niveau rationnel, mais à ce moment-là, c'est les lunettes noires de la dépression dont je vous parlais qui font qu'on n'est plus capable de réfléchir de la même manière. Alors après, du moment où j'ai commencé à prendre les traitements antidépresseurs et où j'ai commencé à avoir un suivi psychothérapeutique, je dirais qu'il a fallu quand même plusieurs mois pour que ça commence à aller vraiment mieux. Et puis c'est passé aussi, alors du coup il y a eu la psychothérapie, le traitement antidépresseur qu'il a fallu quand même changer et réévaluer plusieurs fois, hein, parce que il y a les effets secondaires et il faut trouver quand même ce qui nous correspond. Et puis il y a eu aussi le fait de me recentrer un petit peu sur moi, sur ce qui était important, quoi. Et c'est notamment à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des plantes. Et donc les plantes et le jardinage d'intérieur, bah, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé à me recentrer sur du vivant, me recentrer sur le présent, le moment présent, me recentrer sur le plaisir, sur le fait de faire quelque chose aussi avec mes mains. Donc vraiment, ça a été, alors je dirais pas, voilà, ça s'est rajouté à d'autres choses qui ont fait que ça a pu aller mieux progressivement. Mais les plantes et la découverte des plantes m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Et puis c'est là aussi que je me suis inscrite sur Instagram. Alors c'est con, hein, mais en fait le fait d'aller sur les réseaux sociaux, parler de plantes et partager ma passion, bah, ça m'a permis de sortir un petit peu de l'isolement social. Parce que j'étais quand même, voilà, c'est pas comme quand on voit des gens physiquement, mais c'est quand même un lien social. Et c'est mieux que rien quand on n'a pas l'énergie de sortir, de voir du monde comme avant, et bah c'est mieux que rien. Et d'ailleurs, au fur et à mesure où ma dépression allait mieux, j'ai pu aussi rééquilibrer un petit peu cet aspect-là, c'est-à-dire
voilà, être un peu moins quand même à fond sur les réseaux sociaux, être un peu moins quand même à fond sur les plantes, parce que à un moment ça a vraiment été un petit peu des pansements thérapeutiques, donc je les ai utilisés vraiment à fond, et puis maintenant que j'en ai un peu moins besoin, je rééquilibre pour leur donner une place juste, mais redonner une place aussi aux autres choses que j'arrivais plus à faire et que je recommence à faire maintenant. Donc voilà, avoir du monde, travailler, sortir, toutes ces petites choses qui font aussi, voilà, qui faisaient mon quotidien avant, et où j'ai progressivement retrouvé à la fois l'envie, à la fois l'énergie de les faire. Et donc ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai que les premières fois où on sent de nouveau des émotions positives, où on sent de nouveau du plaisir, où on sent de nouveau de l'envie pour faire les choses, c'est vraiment hyper agréable, parce que c'est vraiment là où il y a l'espoir qui arrive, quoi. C'est là qu'on se rend compte que même si c'est pas encore le top du top, eh ben, ça peut aller mieux, qu'en fait on n'est pas aussi figé que ce qu'on pensait. Et c'est vraiment ce moment où voilà, on sort un peu de la paralysie, et même s'il faut être très patient, même si l'amélioration elle est très lente, elle est très progressive, ça à nouveau ça peut dépendre des gens, hein, mais voilà, pour moi, et bah on sent que c'est en mouvement, quoi. Et ça c'est hyper rassurant, je trouve, parce qu'on avait tellement l'impression d'être figé dans un truc qui pouvait plus bouger, et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait enfin pouvoir s'en sortir. Et donc les micro-améliorations qu'on ressent, moi j'avais vraiment envie de m'en saisir pleinement, quoi. Après, les améliorations, c'est pas complètement linéaire, c'est pas on commence à aller mieux et ça va de mieux en mieux. C'est un peu plus comme à la fois on va vers le mieux, mais quand même un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est moins bien, des jours où c'est mieux, des jours où c'est moins bien. Dans la dépression, il y a souvent des pensées suicidaires et parfois un risque suicidaire. Il faut en parler. Je vous mets les numéros dans la description. Parlez-en, restez pas seul avec ces pensées-là. C'est normal de les avoir. Ça arrive à beaucoup de monde en dépression. Faut pas culpabiliser d'avoir des pensées comme ça. Mais voilà, il y a des gens qui sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à appeler. Sur le plan plus professionnel, vraiment je pense que consulter c'est important pour voir si est-ce qu'un traitement médicamenteux ça pourrait être utile ou pas. C'est pas parce que vous allez voir le psychiatre que vous serez obligé de prendre des antidépresseurs, hein. La décision reste à vous, mais ça va vous permettre en tout cas peut-être d'en discuter. Alors moi je vous conseille peut-être d'aller voir un ou une psychologue spécialisée, formée dans ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Alors ça fait un petit peu, je prêche pour ma chapelle parce que c'est moi ma spécialité, mais c'est des thérapies qui vont vraiment avoir l'objectif de cibler et réduire les symptômes dépressifs. C'est aussi important de pouvoir vous demander ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous aide, de vous renseigner un petit peu sur tout ce qui existe. Et puis surtout de ne pas hésiter à vous écouter là-dedans, c'est-à-dire si vous allez voir un psychiatre, une psychologue avec qui le feeling n'est pas passé, avec qui vous vous êtes pas senti bien, vous vous êtes senti culpabilisé, ou voilà, quoi que ce soit, n'hésitez pas juste à aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Parce que le fait de vous sentir bien, en confiance dans toutes les relations thérapeutiques que vous avez, c'est hyper important. Alors ça, je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais c'est vraiment d'être bienveillant envers vous-même, voilà, de vous déculpabiliser, de vous autoriser à demander de l'aide, de vous sentir légitime dans votre vécu, d'être à l'écoute de vous-même, de vos émotions, de votre corps, de vos besoins. Donc voilà, de ne pas vous mettre la pression à aller mieux vite, à aller mieux tout de suite, de ne pas vous culpabiliser de vos symptômes en vous sentant faible, en vous sentant pas à la hauteur. Apprenez aussi à lâcher un peu du lest peut-être sur toutes les exigences que vous vous mettez et à vous recentrer un petit peu du coup sur le moment présent. Et puis surtout vraiment se rappeler qu'il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à culpabiliser. La dépression, c'est jamais de votre faute, c'est quelque chose qui peut arriver absolument à tout le monde. Il n'y a pas quelque chose qui... Enfin, c'est pas que vous êtes plus faible, c'est pas que vous ne faites pas assez bien les choses. Une maladie, vous avez des symptômes, vous n'êtes pas responsable de ces symptômes-là, vous n'êtes pas responsable de cette maladie-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Peut-être que vous avez appris des choses sur la dépression, que ça faisait pas trop court et que voilà, c'était pas trop barbant. N'hésitez pas à me dire, du coup, vraiment à me faire des retours
constructif sur ce que vous en avez pensé, parce que comme c'était ma première vidéo de psycho, je suis très preneuse de vos avis, de ce qui vous a plu, de ce qui vous a pas plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Bisous.